Mesdames et messieurs, nous vous remercions d'être venus à cette petite conférence de presse que nous espérons, disons, avoir un certain retentissement. Moi, je suis Georges Gastaud, président de l'association Courriel, et donc à ma droite, il y a Thierry Saladin qui représente l'association AFRAB, ici, ce qui signifie Association Fraterniphonie Avenir. À ma gauche, Philippe Loubière qui représente l'ASLAF. Peut-être tu veux dire toi-même ce que signifie le sigle. Association pour la sauvegarde et l'expansion de la langue française en toute simplicité. Voilà, très bien. Et complètement à gauche, donc Mathieu Varnier, secrétaire général de l'association Courriel. Alors, nous sommes ici d'abord pour constater votre présence et vous remercier. Nous avons parmi nous M. André Belon qui nous fait l'honneur d'être là, qui ne pourra peut-être pas rester jusqu'au bout, mais qui a en particulier disons, le mérite historique, quand il était député à l'Assemblée nationale, d'avoir introduit dans la Constitution l'article 2 qui dit que la langue de la République est le français. Article, comme vous le voyez, relativement jeune et déjà violé, à peine né, si l'on peut dire, puisque les présidents de la République successifs, et spécialement le dernier, se sont employés à l'ignorer, à le contourner, si ce n'est pire. Nous avons aussi parmi nous M. Léon Landini, qui est le président d'honneur de l'association Courriel et qui est ancien officier des francs-tireurs et partisans de la main-d'œuvre immigrée. Il y a d'autres personnalités parmi nous, M. Philippe Léniard également, du cercle littéraire des écrivains cheminots. Et M. Yves Mansuy aussi, qui a joué un grand rôle pour la préparation de cette réunion. Voilà. J'oublie peut-être des personnes, si leur nom me vient, je les nommerai au fur et à mesure. Ah oui, je vois aussi Tristan Bureau des JRCF, Jeunes pour la Renaissance communiste en France. C'est bien que des jeunes soient présents parmi nous. Alors, pour introduire un petit peu les raisons de cette conférence de presse, nous pouvons d'abord observer qu'il y a un paradoxe Macron, ce que j'appellerais un paradoxe Macron. Le paradoxe, c'est que M. Macron est en ce moment même à l'Académie française en train de discourir sur l'avenir mirifique de la langue française et notamment de cet avenir mirifique qu'on nous promet à l'international. On nous explique par exemple que le français pourrait devenir la deuxième langue mondiale et pourquoi pas la première. J'ai même entendu des commentateurs dire cela. Les promesses ne coûtent pas cher, mais nous, ce que nous constatons, ce n'est pas que le français est en train de devenir la deuxième langue mondiale, c'est qu'il est en train de devenir, ou en tout cas de risquer de devenir, la langue seconde en France même. Car si l'on regarde les choses de près, on s'aperçoit que face à l'anglais, eh bien, il y a ici un recul absolument permanent, et je dirais même organisé, de la langue française. Il y a une véritable politique de substitution de l'anglais des affaires, de ce qu'on appelle quelquefois le business globish, à la langue de Molière. Cela dans tous les domaines, qu'il s'agisse en particulier de l'université, où de plus en plus de cours sont donnés directement en anglais, y compris devant des publics entièrement francophones, où la recherche, y compris en sciences humaines, est en train de virer de plus en plus à l'anglais, ou dans les domaines les plus divers, qu'il s'agisse de la publicité, qu'il s'agisse de la chanson, qu'il s'agisse du cinéma, qu'il s'agisse de bien d'autres choses encore, eh bien l'anglais est méthodiquement favorisé au détriment du français. Et ici j'écarte d'emblée ce qui nous est souvent opposé, à savoir qu'il s'agit d'une mode, que c'est tendance, que c'est comme ça, que les modes, ça se démode, que ça va, ça vient. Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit véritablement d'une invasion systématique, méthodique, et qui laisse des traces profondes dans la langue. Il ne s'agit d'ailleurs pas véritablement de franglais, comme on disait à une époque, c'est-à-dire simplement d'emprunts, fussent-ils trop nombreux, à la langue de Shakespeare. Il s'agit d'une substitution systématique dans bien des domaines d'expressions anglaises aux expressions françaises. Lorsque l'on voit M. Macron, par exemple, appeler le sommet écologique qu'il a mis en place à Paris le One Planet Summit, ce n'est pas un enrichissement du français, ce n'est même pas un emprunt à l'anglais, c'est remplacer tout simplement les mots français, c'est-à-dire sommet de toute la planète, par les mots anglais correspondants.
Et personne ne peut penser, sauf à dire que si on supprime tous les mots français et qu'on met que des mots anglais à la place, ce sera un enrichissement de la langue. Non, ce ne sera pas un enrichissement, ce sera un enterrement. Substitution définitive. Je ne vais donc pas plus loin sur ce plan-là, mais je considère qu'effectivement, je crois que tout le monde à la tribune est d'accord avec ceci, qu'il y a une véritable entreprise ici, systématique, méthodique, planifiée, qui est portée notamment par nos élites. Et ici, bien sûr, cela est en rapport avec ce qui se passe dans d'autres secteurs de notre vie sociale, où méthodiquement, les acquis démocratiques, sociaux, etc. du peuple français sont remplacés dans le cadre d'une politique d'américanisation galopante de notre culture, de notre mode de vie et de nos façons d'être. Donc il y a là quelque chose de très grave, et d'autant plus grave, j'y insiste avant de laisser la parole aux autres intervenants, que tout cela est totalement illégal et anticonstitutionnel. Le président de la République a pour première fonction, d'après ses attributs, de faire respecter la Constitution. Nous voyons bien que pourtant, dès qu'il le peut, il s'exprime en anglais non seulement à l'étranger, sous prétexte d'être compris de tout le monde, ce qui est une manière de dire que justement le français n'est pas universel, mais quand il s'agit aussi de s'adresser à un public français en France. Nous l'avons vu à plusieurs reprises. De ce point de vue-là, c'est très inquiétant. Il ouvre là une véritable brèche, car si évidemment l'autorité suprême se permet de faire cela, qui ne se le permettra pas selon le principe que qui peut le plus peut le moins. Et bien sûr, enfin, la loi Toubon de 1994, qui avait été votée à l'unanimité du Parlement à l'époque, par tous les groupes, par toutes les tendances politiques, est bafouée méthodiquement. On peut se promener tout simplement ici dans les rues autour de l'endroit où nous sommes et constater une infinité d'enseignes qui narguent le public français en anglais. Quelquefois, il n'y a même pas la petite traduction de rigueur qui est portée. On en est véritablement à un débordement quasi universel. Nous jugeons que c'est très grave, tout simplement non seulement parce que si la langue française était reléguée au second plan et même éliminée, cela voudrait dire tout simplement la mort de notre pays. Que serait la France sans sa langue, sinon, j'emploie souvent cette expression, un couteau sans manche dont on a jeté la lame, hein. Et par ailleurs, que serait la francophonie dont on va nous faire un grand éloge aujourd'hui en nous expliquant que grâce à la démographie africaine, elle va devenir tout à fait impressionnante à l'échelle mondiale, si par ailleurs la langue qui en est le support disparaît ou est affaiblie. Il n'y a là que véritablement que des supercheries, que des artifices de discours, que des sophismes. Voilà, alors la seule chose que nous demandions, et je m'arrête là-dessus, c'est un débat. À ma connaissance, malheureusement, aucun journaliste ne s'est fait connaître pour cette conférence. Je constate que c'était déjà la même chose lorsque nous avons fait une conférence de presse à l'Assemblée nationale il y a 2 ans, alors qu'il y avait les personnalités les plus prestigieuses qui étaient présentes alors, que c'était la même chose lors de la conférence précédente, et on dirait ici bel et bien, l'expérience le montrant par la répétition, qu'il y a ce que j'appellerais une loi du silence sur la langue, une omerta. Le mot n'est peut-être pas d'origine française, mais tout le monde comprend bien ce que je veux dire ici. Il ne faut pas parler de la langue, car si débat il y avait sur cette question, le sondage qui vient d'être fait par les associations de défense de la langue française le montre, les Français sans doute s'empareraient de ce débat et y interviendraient avec force, puisqu'ils déclarent très majoritairement que le français est un élément décisif de la personnalité de la France. Mais débat il n'y a pas. Débat il n'y a pas. Aujourd'hui, tous les journalistes sont à un seul endroit, pour écouter une seule personne et n'entendre qu'un son de cloche. Et c'est encore plus inquiétant. Au fond, ce n'est pas anormal, car lorsqu'on massacre une langue, ce que l'on vise, c'est l'échange, c'est la communication, c'est la possibilité pour les citoyens de prendre la parole. Donc nous la prenons et nous comptons sur vous pour répercuter les arguments qui seront donnés ici. En deuxième lieu peut-être, si vous en êtes d'accord, je passe la parole à Mathieu qui veut bien peut-être nous lire la déclaration des différentes associations qui l'ont soutenu, parmi lesquelles donc Courriel, AFRAV, ASLAF, le CLEC, d'autres associations aussi, M. Ilyes Zouari, qui ne peut pas être présent parmi nous aujourd'hui, y a contribué également. Bon, d'autres noms peut-être apparaîtront, je m'excuse, auprès de ceux que j'aurais pu oublier.
Thierry, c'est toi qui as la version la plus à jour de cette Ah, voici. texte. Voilà. Tiens, la voici. 15 de langue française, ensemble, nous accusons. Contournant les associations de défense de la langue française et méprisant leurs alertes, les gouvernements successifs se posèrent en grands défenseurs de la langue française et de la francophonie, tout en favorisant directement ou indirectement la substitution systématique de l'anglais à notre langue. On a l'occasion de revenir sur maints exemples. Le gouvernement actuel, pourtant soucieux de se démarquer de ses prédécesseurs, n'a fait par ses actes que renforcer ce mouvement. Arrêtons cette imposture. Arrachage et substitution linguistique. Chaque jour, en effet, le français recule dans notre pays devant le tout anglais outrageusement favorisé par les milieux financiers, par de grandes entreprises privées ou publiques, par nombre de grandes écoles et d'universités, par certains responsables publics de la recherche scientifique, sans parler par ailleurs de tous ceux que Michel Serres nomme les collabos de la pub et du fric. Ainsi, le CSA, chargé de faire respecter les quotas de chansons françaises dans les médias, a-t-il demandé et obtenu la réduction des 10 quotas au profit de la chanson anglophone. Ainsi, le cinéma français, subventionné par l'État, a-t-il obtenu le privilège de tourner en anglais en France même. Ainsi, la loi Toubon de 1994 est-elle piétinée de 100 manières par les services publics et entreprises dans lesquels l'État détient pourtant un poids déterminant. Ainsi, Renault et PSA ont-ils illégalement, car le français est pour l'instant encore langue du travail, dispose la loi, basculé toute leur documentation interne à l'anglais. Ainsi, les JO de Paris ont-ils été honteusement vendus en anglais par Mme Hidalgo et M. Cazeneuve. Fait plus grave encore, l'actuel chef de l'État promeut l'anglais à l'étranger. Pour être compris de tous, a-t-il ajouté à Berlin, lors de sa campagne électorale, niant la vocation internationale de l'une des langues officielles de l'ONU, des JO, du Bureau international du travail, etc. Voire en France, discours de Versailles, 22 janvier dernier, quand il ne parraine pas directement des slogans ou des événements « Choose France »,« France is back »,« One Planet Summit »,« Make your planet great again », qui humilie notre langue sur son sol natal, bafoue la Constitution et encourage le tout anglais agressif que pratiquent des radios et des télévisions de large audience, The Voice Kids, The Wall, etc. Ne parlons pas de cette pollution permanente de l'espace citoyen que constitue l'actuelle communication gouvernementale, truffée d'anglicismes managériaux incompréhensibles. Une politique linguistique inavouable et mortifère. Dénonçons cette politique linguistique délétère qu'appuie cyniquement l'UE, en dépit du Brexit, et les partisans du traité de libre-échange transatlantique. Nous n'en sommes plus aux simples emprunts lexicaux, si nombreux et indigestes soient-ils, ni même aux franglais jadis moqués par Etienne. Il s'agit désormais d'une inavouable ligne de substitution linguistique de l'anglo-américain au français, notamment dans l'intitulé des produits et des enseignes. Tout se passe comme si l'autorité française nationale, et parfois régionale, acceptait, voire stimulait, l'imposition progressive de l'anglo-américain comme la langue du travail et des échanges, au détriment des langues nationales. Car l'italien, l'allemand, etc. sont bien sûr aussi visés eux-mêmes. Par exemple, Volkswagen a renoncé à utiliser l'allemand, langue scientifique et technique s'il en fut, dans sa documentation interne. Comment ne pas penser que cette désegmentation lexicale galopante du marché du travail européen et mondial, dont nul n'a jamais débattu à armes égales, à l'échelle nationale ou transnationale, vise bien plus que de simples effets linguistiques. Fausse modernité et vraie ringardise. Que signifie par ailleurs l'appel insidieux et permanent des autorités actuelles à déringardiser la langue française et la francophonie, comme si notre langue n'évoluait pas en permanence, prouvant l'inventivité de ceux qui daignent encore l'utiliser sous toutes ses facettes, nationales et internationales. Quelle arrogance pour l'actuel président que de se présenter comme l'incarnation de cette modernité contre une langue pourtant que son histoire a si souvent placée à la pointe des luttes contre les préjugés, pour les lumières et pour les progrès de toute l'humanité. La modernité n'est pas une nouveauté pour les Français. Ils ont participé et participent encore aux évolutions techniques, industrielles et intellectuelles du monde depuis 1000 ans, fréquemment en précurseur et toujours en acteur. Le français, langue de la République et langue internationale porteuse de diversité. Que signifie en outre cette volonté récurrente de dénationaliser la langue française en opposant langue de la République, article 2 de la Constitution, à la francophonie internationale, comme si l'enracinement du français en France et dans chaque autre pays de la francophonie pouvait décemment être opposé à la diversité planétaire de ses implantations actuelles. En réalité, la langue française a beaucoup moins besoin d'être déringardisée ou de devenir langue monde que d'être enfin défendue et promue par la francophonie et par chacun des pays qui s'y réfèrent, contre l'entreprise visant à imposer une langue mondiale unique, ce business globish qui porte en lui de terribles dangers de pensée
d'économie, de politique et de culture unique. Le français, promu seconde langue mondiale ou peu à peu relégué au rôle de langue seconde en France même. Plus gravement encore, comment penser que le chef de l'État veuille réellement faire du français la seconde langue mondiale quand, à bien des égards, les pratiques linguistiques dont il donne lui-même l'exemple peuvent conduire à reléguer notre langue dans un rôle de langue secondaire, dévaluée voire folklorique en France même. L'anglais est désormais lingua franca, c'est comme ça. Il faut savoir parler anglais si on veut agir et bouger dans la mondialisation, vient de déclarer Édouard Philippe, Premier ministre, à Lille le 23 février 2018. Même avec une vision purement économique, la langue des exportations, c'est celle du client. Langue unique, danger pour la nation et pour l'humanité. Relayant la colère de nombreux amis de la francophonie sur les 5 continents, nous ne nous rendrons pas complices de cet arrachage linguistique et culturel aux terribles conséquences civiques. C'est pourquoi nous alertons le peuple français. Laissons reléguer et humilier la langue française, c'est laisser briser l'esprit même de la nation. Car la France sans sa langue, ou la francophonie sans la France, ne serait plus que des couteaux sans manche dont on a jeté la lame. Le premier instrument du génie d'un peuple, c'est sa langue, nous rappelle Stendhal. En effet, briser la langue d'un peuple, ce premier service public de France, c'est aggraver les fractures sociales, culturelles, le droit élémentaire de comprendre, que reconnu notre peuple l'ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539, cette imposition du tout anglais attente en outre à la diversité mondiale des cultures et des langues, laquelle n'est pas moins indispensable à l'égalité des peuples, à la respiration de la pensée et à la liberté des individus, que ne l'est la biodiversité pour l'avenir de la biosphère. Une saine internationalisation des échanges ne saurait procéder de l'imposition d'une langue et d'un modèle socio-culturel unique. Elle doit respecter, au contraire, les principes internationalistes et hautement dialectiques posés par Umberto Eco, la langue de l'Europe, c'est la traduction. Le plus grand des crimes, c'est de tuer la langue d'une nation avec tout ce qu'elle renferme d'espérance et de génie, disait Charles Nodier. Délier nos langues, c'est pourquoi nous nous adressons à tous les citoyens, à tous les mouvements politiques, syndicaux, associatifs, culturels qui chérissent la liberté, l'égalité et la fraternité. Face au char d'assaut globalitaire du tout anglais et à tout ce qu'il porte sur les plans culturels, socio-économiques, financiers, voire militaires, rappelons au respect de la loi et de la Constitution, l'exécutif tenu de les protéger. Revendiquons le renforcement et l'application ferme de la loi Toubon. Le sort des langues, des peuples et des civilisations ne peut être légitimement tranché par la loi mondiale des marchés. Refusons les diktats oligarchiques qui condamnent à mort langue et culture en prétendant parler au nom du et des peuples. Contre une langue unique qui déferle, défendons notre langue et avec elle toute celle du monde. Oui, défendons notre langue et avec elle le droit à la parole, à l'écoute, à l'estime de soi, à être ce que l'on ne veut plus que nous soyons, un peuple libre et maître de son destin. Merci. Bien, je donne la parole pour quelques instants à Philippe Loubière de la SLAF. Mais que dire après cette déclaration ferme, évidemment, à laquelle nous avons tous souscrit. Voilà, et en rebondissant peut-être à ce qu'a dit M. Gastaud, donc président de Courriel, il y a manifestement un plan de substitution. Je voudrais donner un seul petit exemple, celui de la jeune génération. Nos gosses, nos enfants, font de l'anglais à l'école avant de faire du français. Ils ont des cours de sensibilisation à l'anglais avant même d'avoir commencé des cours de français, c'est-à-dire des cours de grammaire. Ce sont des choses qui commencent plus tôt. La substitution commence là. Et on le voit bien, à la maternelle, oui. Et on le voit bien, nos enfants, j'ai un fils de 22 ans, mais ceux qui viennent encore après, c'est de pire en pire. Lorsqu'ils jouent dans la cour de récréation, lorsqu'ils créent des mots, lorsqu'ils créent des nouveautés, lorsqu'ils font des blagues, lorsqu'ils font des jeux de mots, ils sont à base d'anglais. Parce que l'anglais aujourd'hui leur est devenu plus familier que le français. C'est un mauvais anglais. Ce n'est pas un anglais qui leur permettra de lire Shakespeare, c'est clair. Mais en tout cas, le travail a commencé déjà. La génération qui monte est déjà non seulement bilingue en esprit, mais plus à l'aise en anglais mauvais qu'en toute autre langue. Donc ce n'est pas simplement une substitution d'une langue à l'autre, c'est à la fois une substitution de langue à l'autre et une crétinisation. Il faut bien voir les choses, et c'est un plan. L'éducation nationale ne fait absolument pas ça comme ça. Hein, je pourrais revenir aussi sur les méthodes de lecture, ça nous emmènerait trop loin. Bon. Mais vous voyez bien à quoi je fais allusion. Je voudrais simplement
faire remarquer, comme il ressort de ce communiqué, qu'aujourd'hui, nous avons l'habitude de lutter pour défendre notre langue depuis longtemps. Mais aujourd'hui, c'est un fait quand même nouveau. Le président de la République est en première ligne de nos adversaires. C'est la première fois que ça arrive. Il est en première ligne. Avant, il y avait les seconds couteaux pour ça. Et je vais vous donner un petit exemple de ça à propos du discours de M. Macron à Ouagadougou, il y a quelque chose comme 3 semaines à peu près. En substance, que disait-il? Bon, il a fait comme tous les chefs d'État, bien entendu, il a flatté ses interlocuteurs. Il leur a dit, effectivement, la francophonie, l'Afrique, etc., etc. Et il a absolument tenu les propos qu'a rappelé M. Gastaud, à savoir que le français, ce serait la langue de l'Afrique, peut-être la langue du monde, etc., etc. Fort bien, mais décryptons cela. Il a ce discours en Afrique, que ne l'a-t-il en France aussi? Donc on voit bien qu'il y a une différence très nette de traitement. La langue française, il faut comprendre ça, c'est bon pour l'Afrique, mais c'est pas bon pour nous. Nous sommes des gens sérieux, nous sommes des gens développés, j'ai presque envie de dire nous sommes des blancs. Nous n'avons pas besoin du français, nous avons l'anglais. Bientôt le français, nous allons nous en passer. C'est bon pour vous, on vous le laisse. Produit de seconde main. Parlé par beaucoup, certes, mais pas par ceux qui comptent, nous les blancs. Un peu plus loin, M. Macron fait la part belle à tous les africanismes, et auxquels il faudrait donner la bienvenue dans notre langue. Mais oui, les africanismes, les haïtianismes, soyez les bienvenus. Bien entendu, la première réflexe, c'est de nous dire oui, bah, pourquoi pas. Mais en réalité, nous linguistes, je suis linguiste de formation, nous savons bien ce que ça représente, ça. Ça s'appelle la créolisation d'une langue. C'est-à-dire le fait de privilégier les déclinaisons régionales ou ultramarines d'une langue au détriment de son unité. Au détriment de ce qui rassemble. C'est-à-dire ce sont des forces centrifuges au lieu d'avoir des forces centripètes. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Bien entendu, ça n'empêche pas la francophonie mondiale de recourir de temps en temps à des expressions africaines ou des expressions haïtiennes ou des expressions... Ça n'est pas ça qui est en cause. Alphonse Daudet a mis du provençal dans ses lettres de Montmoulin, ça n'a jamais nu à rien. Il faut bien comprendre que la littérature francophone est une littérature française, il n'y a pas de distinction à opposer entre les unes et les autres, parce que chaque élément, ou par exemple M. Malouf, qui est académicien qui plus est, eh bien il utilise des mots arabes dans certains de ses ouvrages. Cela ne nuit en rien à l'unité de la langue française, parce que c'est quelque chose qui ressortit d'un écrivain, d'un style, de l'ambiance qu'il décrit, et non d'une créolisation systématisante. Voilà, c'est à peu près comme ça que j'ai compris le discours de M. Macron à Ouagadougou, et je crois qu'effectivement, c'est ça le fond de la question. Mais je ne veux pas monopoliser la parole, et nous avons encore des interlocuteurs qui... Merci beaucoup Philippe, et donc je passe la parole à Thierry Saladin qui a joué un très grand rôle dans la préparation de cette manifestation. Que dire de plus après ce qui vient d'être exposé depuis quelques minutes? Lorsque vous interrogez des gens dans la rue ou à l'occasion d'un débat quelconque, très souvent, pour ne pas dire 9 fois sur 10, on entend la phrase suivante: l'anglais a gagné, l'anglais s'est imposé. Comme si tout cela venait d'une sorte de consensus mou. On aurait tout à coup découvert que l'anglais était la solution à la communication internationale. Ah bon? Mais alors comment se fait-il que des déclarations sur lesquelles je pourrais revenir tout à l'heure si cela est posé comme question, comment se fait-il que depuis une bonne vingtaine d'années, des dirigeants ou des responsables états-uniens, voire britanniques, mais surtout états-uniens, font force de déclarations allant toutes dans le même sens? Je vais en citer qu'une seule pour le moment, Madeleine Albright, qui a été citée dans le mensuel À Gauche le 20 février 1997. L'un des objectifs majeurs de notre gouvernement, Madeleine Albright a été secrétaire d'État du gouvernement Clinton. L'un des objectifs majeurs de notre gouvernement est de s'assurer que les intérêts économiques des États-Unis pourront être étendus à l'échelle planétaire. Et j'ai toute une série de déclarations qui sont parues dans la presse, dont une de Margaret Thatcher, qui indique clairement qu'il y a une volonté anglo-américaine d'imposer l'anglais
Around the World. Or, il y a quand même des Britanniques qui s'inquiètent de la situation actuelle. Parce que le commun des mortels dit que l'anglais a gagné, mais ce n'est pas vrai. L'anglais est une langue en danger. L'anglais, le véritable anglais. Ce que beaucoup de francophones, beaucoup de nos compatriotes n'ont pas compris. Il est vrai, comme vous le disiez tout à l'heure, le discours est tabou. Alors, M. Robert Phillipson, qui est un Britannique, qui est un linguiste britannique, qui a longtemps travaillé sur ces questions, a pu avoir accès à des informations tenues secrètes, et il en parle en particulier dans son livre « Linguistic Imperialism », paru en 1992, qui n'a toujours pas été traduit en français. J'ai contacté l'auteur il y a 5-6 ans, il m'a fait l'honneur de me répondre dans ma langue, et il m'a dit que sa maison d'édition, Oxford University Press, avait proposé la traduction de cet ouvrage en français. Et que la réponse qui a été donnée à cet ouvrage comme au suivant, du même auteur, que la question était traitée par les grandes maisons d'édition françaises. Et l'auteur de me dire ce qui n'est pas du tout le cas. Alors, qu'est-ce qu'il explique, Robert Phillipson, dans ce livre? Ben, il explique que, donc je le cite, « Dans mon livre « Linguistic Imperialism », l'impérialisme linguistique, publié par Oxford University Press en 1992, j'analyse comment l'anglais est devenu si puissant à travers le monde. Le livre rend compte d'un nombre substantiel de documents politiques britanniques et états-uniens relatifs à la promotion de l'anglais comme instrument clé de la politique étrangère. Les stratégies politiques des USA, des EUA, États-Unis d'Amérique, comme il faut dire en français, pour établir leur domination mondiale, sont explicites. Depuis les années 40, des subventions massives sont venues du gouvernement états-unien et du secteur privé. Par exemple, au milieu des années 60, la fondation Ford finançait des projets pour renforcer l'anglais dans 38 pays. Un livre récent sur la guerre froide culturelle décrit les activités de la CIA en Europe pour essayer d'influencer les universitaires, les journalistes et le monde culturel. Je vais quand même vous citer une déclaration, enfin une citation qui me paraît importante. L'enseignement de l'anglais à des locuteurs non natifs. Alors, ce que je suis en train de vous citer fait partie du rapport secret de l'Anglo-American Conference qui a eu lieu en 1961. Il valait mieux que ce rapport fût secret, parce que le premier des Français, qui était devenu le premier en France depuis 3 ans, Charles de Gaulle, celui qui avait une certaine idée de la France, il valait mieux que celui-ci ne fût pas informé de ce que ce rapport, tenu secret en 1961, disait. Je cite, « L'enseignement de l'anglais à des locuteurs non natifs peut transformer de façon permanente toute la perception du monde de ceux qui l'étudient. Si et quand une nouvelle langue devient vraiment opérationnelle dans un pays sous-développé, le monde des étudiants s'en trouve restructuré. Un ministère de l'Éducation, sous la pression nationaliste, peut ne pas être bon juge des intérêts de son pays. Un esprit nationaliste pourrait ruiner tout espoir de l'anglais comme langue seconde. L'anglais est devenu non seulement le représentant de la pensée et des sentiments contemporains du monde anglophone, mais encore un vecteur de toute la tradition humaine en voie de développement, du meilleur et du pire, qui a été pensé et ressenti par l'homme depuis que l'on écrit l'histoire. » Voilà, tout ça pour vous dire que il y a 40 ans, presque 50 ans, on travaillait activement de l'autre côté de la Manche et de l'Atlantique pour faire en sorte qu'on en arrive à cette situation-là. Et la situation présente, c'est que les élites, que ce soit l'administration ou les élites privées, sont passées avec armes et bagages à l'anglais. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire.